bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'actualité cette semaine, ce sont les rendez-vous de l'histoire de Blois du 9 au 13 octobre, au cours desquels l'Italie sera à l'honneur et Carlo Ginzburg, l'un des plus grands historiens italiens, viendra prononcer une conférence. C'est pour nous l'occasion de revenir sur l'une de ses œuvres les plus importantes, Le fromage et les vers, un livre publié en 1976 qu'on peut relire aujourd'hui toujours avec autant de plaisir, avec autant de profit. On en discute avec nos invités dans un instant. Je vous rappelle que toutes les références citées dans le podcast sont à retrouver sur le site paroledhistoire.fr, que vous retrouvez également le podcast sur Twitter @paroledhist, sur Instagram, sur YouTube vous pouvez visionner la plupart des émissions qui sont progressivement mises en ligne. Et je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée au suaire de Turin, dans la lignée de l'émission qu'on avait faite sur Alésia et sa localisation. Le suaire de Turin, un objet qui fait toujours discuter, même si historiquement on sait qu'il date du Moyen-Âge, et bien toute une série de fantasmes ou de suppositions continue de circuler autour de cela. On en discutera avec notre invité Nicolas Sarzeau, médiéviste. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de cette émission sur Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. Je suis avec Marie Lesowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Angers et vous travaillez notamment sur l'histoire religieuse et culturelle en Italie à l'époque moderne. Et avec David Dominecone. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire, doctorant en histoire médiévale, notamment à la question des pouvoirs dans le duché de Bretagne à la fin du Moyen-Âge. Alors on est tous les trois aujourd'hui réunis pour parler d'un livre marquant, énormément commenté, lu, conseillé par des enseignants, parce que c'est un grand classique de l'historiographie, c'est devenu un grand classique, c'est le livre de Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers, l'univers d'un meunier au XVIe siècle, paru en 1976 en Italie. On va parler de ce livre qui est disponible aujourd'hui dans une édition de poche aux éditions Flammarion avec une préface de Patrick Boucheron, qui donne d'ailleurs beaucoup d'éléments bibliographiques. Je signale que tous les éléments bibliographiques dont on parlera, des articles qui évoquent le livre, etc., vous pouvez les retrouver sur le site paroledhistoire.fr. Alors peut-être pour commencer, il faut dire pourquoi ce livre est important, et pour cela, il faut le résumer un minimum et dire quelle est cette histoire, pourquoi ce titre, Le fromage et les vers, et qui est ce meunier du XVIe siècle dont parle le titre. Alors, Le fromage et les vers, c'est d'abord l'histoire d'un procès d'un meunier du Frioul à la fin du XVIe siècle. Donc le Frioul, c'est au nord de Venise. Oui, on est au nord de Venise, c'est une région de confins, de limite, de rencontre entre le nord de l'Italie, l'Autriche, on est dans des préalpes, voire des Alpes, donc c'est aussi un lieu d'échange, c'est un lieu de circulation. Et donc ce meunier, qui s'appelle Scandella, ou dit Menocchio, est arrêté par l'Inquisition sur une dénonciation en 1583, et est interrogé par l'Inquisition. Et c'est dans cet interrogatoire par l'Inquisition que va naître un dossier, procès tout simplement, qui va retenir l'attention de Carlo Ginzburg, et dans lequel on va découvrir justement son univers, puisque à l'occasion de ce procès, donc, il va parler, il va révéler ses pensées pour lesquelles et ses opinions sur un nombre de choses absolument considérables. Alors oui, donc il faut dire que Menocchio, au moment où il est comparé devant l'inquisiteur, a un peu plus de 50 ans, il est né en 1532, et c'est devant l'inquisiteur qu'il exprime la conviction qui va finir par le mener au bûcher en 1599, et dont le noyau est d'abord une cosmogonie, un récit de la création. Il a formé sa propre genèse. Alors pour lui, le point de départ du monde, c'est un chaos originel, donc là on va très vite comprendre le titre énigmatique, qui coagule et qui donne une forme, et Menocchio dit comme se fait le fromage dans le lait. Donc les premières créatures naissent de ce fromage, comme les vers qui se mettent dans un fromage moisi, les anges, Dieu lui-même. Donc une hérésie bien sûr totale, au regard de la doctrine catholique. Voilà, un Dieu non pas créateur, mais créature. Un Dieu créature, tout à fait, et une cosmogonie entièrement matérialiste. Et alors autour de cette cosmogonie, Menocchio a construit tout un ensemble d'opinions hérétiques. Le Christ est un homme, Marie n'est pas vierge, les sacrements ne sont pas nécessaires, pas plus que les prières, et finalement pour faire son salut, pour gagner le paradis, il suffit de bien se comporter charitablement, et du coup tous peuvent gagner le paradis, quelle que soit leur religion, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Donc l'inquisiteur évidemment est stupéfait face à ce meunier autodidacte aux idées si étonnantes, et l'historien aussi, Carlo Ginzburg, est très étonné. Donc le grand thème du livre, c'est de savoir d'où lui viennent ces idées. Et c'est vraiment le fil conducteur de tout le livre. Et alors ces idées elles-mêmes sont extraordinaires, et le personnage en voit évidemment une singularité tout à fait frappante, mais Ginzburg en fait quelque chose qui est d'une singularité tout aussi frappante, parce que peut-être qu'il faut dire comment est composé le livre, on y reviendra en détail sur les points de méthode, mais c'est un livre aussi qui surprend par son écriture, par sa forme, par sa manière de travailler ce matériau particulier qui sont les interrogatoires devant l'Inquisition. Alors en effet, c'est un livre qui étonne d'emblée parce que, en effet, on y reviendra, mais c'est un livre éclaté.
en un certain nombre, un peu plus de 60 sections numérotées qui présentent une série de problèmes. Dans la mesure où la pensée de Menocchio est complexe, Ginsburg va prendre des dossiers, examiner des questions problématiques, suivre plusieurs pistes, certaines infructueuses. Et donc, on n'a pas un plan analytique classique avec des chapitres, des parties. Donc, d'emblée, c'est très loin du modèle dissertation auquel on est habitué dans l'historiographie française. Les 3 parties, les 3 sous-parties, etc. Non, pas du tout. Alors, en même temps, oui, l'organisation, elle suit aussi une linéarité de la procédure qui commande les archives. C'est-à-dire que on a, même s'il ne les cite pas, enfin, il ne les sort pas, ne présente pas directement ces archives, il les restitue régulièrement et il est tenu par son dossier qui est l'avancement dans un interrogatoire, puisqu'on est en plein milieu d'une procédure d'inquisition qui a justement pour fonction au XVIe siècle, dans ce moment un peu d'angoisse pour l'Église catholique de la conserver sa pensée et sa doctrine, voit les inquisiteurs qui veulent aller jusqu'au bout pour savoir jusqu'où s'étend la pensée et l'imaginaire de Menocchio. Et donc, il y a une tenue, en fait, il y a une linéarité de ce dossier qui permet aussi d'ailleurs dossier par dossier, c'est-à-dire qu'on voit sur les traces de l'inquisiteur, même si on n'est pas forcément en accord avec lui, Ginsburg ouvre dossier par dossier au fur et à mesure des révélations que fait Menocchio dans son interrogatoire. Et alors c'est un livre, peut-être pour terminer cette rapide présentation, qui ne présente pas seulement un cas, un individu, sa pensée, mais qui avance aussi, en s'appuyant sur ce cas, une thèse extrêmement forte, qui est que ces idées ne sont pas venues à Menocchio par hasard, elles sont venues en lien avec des lectures, mais elles représenteraient aussi pour Ginsburg, et ça c'est un des points qui étaient les plus discutés, on pourra peut-être y revenir, un substrat d'une culture paysanne, millénaire, qui remonterait brusquement à la surface, et du coup ces croyances ne sont pas simplement des croyances hétérodoxes, ni spontanées, ni totalement venues de ces lectures, mais ce serait le surgissement d'un fond de croyances paysannes. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Menocchio a lu et relu une douzaine de livres que Ginsburg scrute pour essayer de comprendre ces idées, mais en fait, ces lectures ne suffisent pas justement à comprendre ces différentes idées. Et la grande thèse du livre, c'est une thèse presque archéologique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher en profondeur l'origine de ces hérésies de Menocchio dans un fond très ancien de croyances orales, mais aussi croyances orales paysannes. C'est ça qui est important pour Ginsburg. Et donc cette culture écrite de Menocchio fait affleurer ce que l'historien ne parvient pas d'ordinaire à saisir, c'est-à-dire une religion paysanne, comme l'appelle Ginsburg, d'ordinaire seulement orale. Vous avez parlé de profondeur. Ginsburg lui-même, dans un des avant-propos du livre rédigé en 2009, cite Marc Bloch, une citation sur laquelle il s'est appuyé. « Ce qu'il y a en histoire de plus profond pourrait être aussi ce qu'il y a de plus sûr. » Cette idée que la profondeur, on va y accéder comme ça à travers ce cas singulier, ça imprègne tout le livre. Alors peut-être disons un mot des raisons pour lesquelles ce livre est devenu un classique de l'historiographie, et puis de vos rencontres avec cet ouvrage qui a été structurant pour énormément de gens qui font de l'histoire. C'est un livre d'appui, c'est un livre de chevet, c'est un livre auquel on revient pour s'y confronter, et c'est devenu aujourd'hui un livre tout à fait central. Oui, c'est, j'allais dire, si on voulait commencer par une boutade en France sur le statut du livre, on dirait que c'est un livre dont Patrick Boucheron fait la préface, c'est-à-dire et qu'on réédite en poche. Enfin, c'est-à-dire qu'on le réédite, il y a une première réédition d'Aubier, puis il y en a une deuxième de Flammarion en poche, ce qui veut dire qui répond d'ailleurs à un besoin éditorial. C'est-à-dire que le poche, c'est l'ouvrage qu'on veut mettre dans les mains des étudiants, c'est l'ouvrage qu'on cite, c'est l'ouvrage qu'on veut faire lire aux étudiants, et pour d'excellentes raisons. Cet ouvrage, c'est en général quelque chose qu'on rencontre, peut-être parce qu'on le cite, parce qu'on l'entend, c'est un livre qu'on entend dans la bouche de nos professeurs quand on fait nos études. Moi, je l'ai rencontré en licence d'histoire, en 3 années de licence. C'était pas le premier de Ginsburg. Le premier, pour moi, c'était Rapport de force. Ce qui fait que, d'ailleurs, il est devenu plus spectaculaire. Moi, j'avais commencé par un recueil d'articles très méthodologiques, très dense et tout est dense chez Ginsburg, mais effectivement, et ça a été une très grande perspective, très belle, très fascinante, très profonde, effectivement, dans le XVIe siècle. Surtout, c'est un livre qu'on peut relire. Enfin, c'est ça qui est fascinant, c'est que cette construction par chapitre, par paragraphe, par dossier, fait qu'effectivement, c'est un peu le relire éternellement. Le relire et être surpris d'ailleurs à la relecture. Moi, je l'ai relu pour préparer cette émission et je me souvenais pas de croyances aussi transgressives chez Menocchio. Je me souvenais de la base de cette cosmogonie du fromage des vers, mais le ton de défi adopté face à l'inquisiteur, c'était quelque chose dont j'avais perdu un petit peu la vivacité à ce point. C'est vraiment très très frappant de lire ces passages. Alors,
En ce qui me concerne, j'ai énormément lu et relu le fromage et les vers, puisque donc, je suis spécialiste de l'Italie, j'ai beaucoup travaillé sur des sources inquisitoriales, donc c'est vraiment devenu mon univers. Mais je me souviens bien, en effet, ma première lecture, qui a été une lecture en effet en 3e année de licence, et qui a été une lecture en fait assez désinvolte, c'est-à-dire que j'ai vraiment tiré profit de cette forme éclatée en sections. Et ce n'était pas une lecture obligatoire, on ne m'avait pas donné à lire, donc je me suis permis d'aller dans le vif, c'est-à-dire ce qui m'intéressait véritablement, c'était ce qu'il allait advenir de ce Menocchio. Et des passages philologiques un peu ardus, j'avais un peu joué à saute-mouton. Alors en revanche, ce qui m'avait frappé dès la première lecture, et je pense que c'est pour ça que le livre est devenu un classique, c'était effectivement la densité de réflexion épistémologique, c'est-à-dire c'était pas simplement le cas d'un paysan du Frioul. Il y a une pratique de l'histoire, l'étude de cas, mais il y a la recherche d'un modèle approprié de ce que peut être la vérité en histoire. Et ça m'avait frappé. Alors j'aurais peut-être pas formulé avec ces mots, mais j'avais trouvé ça très inspirant. Et aujourd'hui, je sais que c'est l'emblème d'une nouvelle manière de faire l'histoire qui émerge dans les années 1970 et qui est encore vivante aujourd'hui, inventive dans sa méthode et dans sa forme, qu'est la micro-histoire. Et puis aussi, ce que j'avais trouvé frappant, c'était évidemment que ce livre était consacré entièrement à un inconnu, que c'est l'antibiographie du prince, un inconnu total, mais aussi une victime persécutée. Le fait de rendre justice à une victime de l'Inquisition. Alors peut-être que ça nous permet de parler un petit peu du contexte d'écriture de ce livre, dire un mot au passage de qui est Carlo Ginzburg, parce que c'est aussi un livre emblématique, c'est le plus emblématique d'un auteur qui lui-même est un intellectuel italien de premier plan, qui est le fils de la grande romancière Natalia Ginzburg et d'un intellectuel antifasciste Leone Ginzburg d'origine russe, qui était proche d'Italo Calvino, qui était l'un des fondateurs de la micro-histoire, donc quelqu'un d'une grande importance et dont les livres aujourd'hui, voilà, Fromage les Vers est traduit en 25 langues, Ginzburg fait des conférences à travers le monde, c'est quelqu'un dont la pensée sur l'histoire est reconnue, saluée, avec d'autres textes très marquants. Je pense à son article fameux Traces, racines d'un paradigme de l'indice, qui a énormément fait discuter aussi sa parution au début des années 80. Alors, le livre paraît en 1976, Ginzburg n'en est pas à son premier travail, peut-être qu'on peut situer un petit peu sur quoi il travaille déjà. Son premier article date de 1961, son premier livre de quelques années avant, c'est déjà quelqu'un qui a une expérience de ces sources inquisitoriales. Oui, alors effectivement, Ginzburg, donc quand il publie en 76, bon, il y a 37 ans, ça reste un jeune historien, mais effectivement, il est déjà extrêmement important. Il a déjà très largement travaillé sur les sorcières, le sabbat, la répression inquisitoriale. Enfin, d'abord parce que l'Inquisition est la source pour accéder justement à ces hétérodoxies. Et effectivement, alors, il y a le côté biographique, il est l'héritier de figures intellectuelles majeures de la vie politique, de la vie intellectuelle à gauche italienne. Le contexte, il faut penser qu'il y a un contexte politique, c'est ce que disait Marie, c'est quand même le récit de la vie de quelqu'un de très libre, Menocchio, et il écrit dans un contexte, on est en 76, on est en plein milieu des années de plomb italiennes. Ginzburg est un très grand scientifique, il l'a d'ailleurs écrit par la suite, il fait très très bien la différence entre ce qui relève de la science, de l'histoire, et de toute autre forme de discours sur le monde, en particulier le discours judiciaire. Il a un livre intitulé Le juge et l'historien pour distinguer ces deux rapports, mais c'est quelqu'un qui est très conscient du moment où il se trouve, et effectivement il écrit quand même au moment des années de plomb, en 76, l'année d'avant, c'est la loi réale, qui est le grand moment de début de la répression de à peu près tout ce qui est une hétérodoxie à gauche en Italie, quand même, il faut être très, très net. Ça doit expliquer aussi, au-delà de la puissance intellectuelle, historiographique, historienne de l'ouvrage, une partie de sa réception. C'est pas tant d'ailleurs la micro-histoire, parce que finalement, ce livre, il est presque antérieur à la micro-histoire. En tout cas, sa formalisation telle qu'elle va se faire. C'est vrai que ce contexte, c'est aussi un contexte dans lequel l'historiographie commence à se tourner vers les subalternes, vers les couches populaires et leurs paroles. Quelques années plus tard, en France, Robert Muchamblet publie La sorcière au village en 1979, Emmanuel Leroy-Ladurie, Le carnaval de Romans, toujours en 1979. On est dans un contexte où ces formes de déviance par rapport aux normes religieuses, ces formes d'hétérodoxie populaire sont au cœur des interrogations historiennes. Tout à fait. Effectivement, pour retracer un peu le contexte historiographique, il faut voir que le premier livre de Carlo Ginzburg, qui est publié en 1966,
s'intéresse déjà à la question des croyances religieuses populaires. C'est les batailles nocturnes. C'est les batailles nocturnes, dans sa traduction française, effectivement. Et la grande question qui se pose, qui effectivement est très ardue, c'est de savoir comment on peut étudier la culture de pauvres gens qui n'ont, pour la plupart du temps, pas laissé d'écrit. Alors, il y a une réponse à l'époque, qui est la réponse dominante, c'est celle de l'école des annales. Ça, Ginsburg le rappelle quand il dresse la scène historiographique. Il le rappelle d'ailleurs de façon extrêmement vigoureuse. Il règle ses comptes, en effet, assez vigoureusement. L'école des annales privilégie l'explication en série. Et donc, pour étudier la culture populaire, ça veut dire la formation de gigantesques bases de données, pour étudier les comportements religieux, pour étudier les pratiques de lecture. Et le gros problème, évidemment, de cette approche, c'est qu'elle évacue l'individu, elle évacue l'anomalie. Alors, François Furet, dans un article des Annales que cite Ginsburg, justifie cette approche sérielle par une forme de nécessité, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de source à disposition pour pouvoir faire une approche individuelle. Alors évidemment, le fromage et les vers est un démenti à cette assertion. Le gros problème de l'approche sérielle aussi, c'est qu'on définit a priori ce qu'est une consommation culturelle populaire. Et en général, on l'a défini par des sous-produits. Une gravure de mauvaise qualité, la littérature de colportage, les almanachs. A priori, on dit que c'est populaire, ensuite on examine la diffusion, et jamais il est question de réception dans ce type d'approche. Voilà, c'est très circulaire finalement. On trouve quelque chose dont on dit que c'est populaire, ensuite on suppose que le peuple lit ce qui est populaire, et on en vient à former l'analyse d'une mentalité populaire. Alors, ces années 70 et cette école des annales, non seulement elle utilise le sériel, mais sur le plan conceptuel, elle s'appuie aussi beaucoup sur une notion qui depuis a été largement congédiée, c'est l'histoire des mentalités. Et Ginsburg se défie explicitement, et ça il faut peut-être insister sur les raisons pour lesquelles il le fait, de la notion de mentalité, en disant attention, mentalité c'est englobant, c'est une notion, ce qu'il appelle interclassiste, c'est-à-dire que le prince comme le meunier partageront la même mentalité, c'est quelque chose de très englobant. Or, lui, il est quand même attentif aux différences de niveau. Il revient en permanence dans ce livre d'ailleurs sur la culture savante, la culture populaire, les liens entre les deux, sans les opposer de façon binaire d'ailleurs, mais en montrant que on ne peut pas supposer que tout le monde partagerait la même mentalité, ce que font largement les historiens des annales à l'époque. Lui, il propose une brèche dans ce dispositif. Oui, tout à fait. Alors, la notion de mentalité, il faut dire qu'elle est issue des travaux de Lucien Febvre, donc des pères fondateurs des Annales. Et... qui lui aussi s'est intéressé à un individu du XVIe siècle pour savoir ce qu'il croyait comme Menocchio, sauf que c'était pas évidemment un inconnu Menocchio, c'était Rabelais et le problème de l'incroyance. Donc c'est aussi un livre avec lequel Ginsburg dialogue. Dialogue effectivement avec le livre sur Rabelais. On peut aussi penser au livre sur Marguerite de Navarre. Donc à chaque fois, en fait, ce sont des réflexions sur les mentalités des hommes du XVIe siècle, mais fondées sur des écrits lettrés, savants, avec un modèle implicite là-dedans, c'est la diffusion de haut en bas. C'est-à-dire le fait que les idées originales d'une époque sont forgées par des savants, par des universitaires, par des clercs, et ensuite se diffuseraient de manière un peu mystérieuse à l'ensemble de la société. Alors, dans le même temps, une lecture, alors même si lui-même la propose dans sa préface, une lecture Carlo Ginzburg contre les Annales, et probablement, il y a aussi notre goût à tous d'aimer d'abord ce qu'il faut le raconter, de voir des combats d'école, la micro-story contre les Annales. Effectivement, il y a clairement un dialogue avec Febvre, probablement pour le discuter sans séparer. Dans le même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un des immenses lecteurs de Marc Bloch. C'est un traducteur quelques années avant Le fromage et les vers, c'est un traducteur en italien des structures de Bloch, c'est le préfacier des rois thaumaturges. Et par exemple, on se souvient qu'en 2010, donc où il est l'invité à prononcer la 32e conférence Marc Bloch à l'EHESS, donc quand même il y a tout ça, on est quand même dans un petit monde. Il rappelle que la lecture des rois thaumaturges est pour lui probablement un moment décisif dans sa jeune carrière d'étudiant, dans son passage à l'histoire. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que on est face à quelqu'un mais c'est en lien d'ailleurs avec sa méthode. On est dans des finesses de lecture, de relecture, d'un souci de compréhension et d'interprétation, qui sont à la fois ce qu'on retrouve chez lui dans les sources et en même temps ce qu'on trouve, c'est un très grand lecteur historiographique avec une finesse de lecture de Bloch en particulier qui est tout à fait remarquable. Pour rester un instant sur les implications politiques et même éthiques du livre, le livre insiste aussi sur les noms. Il se clôt d'ailleurs sur l'évocation du nom d'un autre personnage que Menocchio, puisqu'il y a un autre accusé qui a été condamné.
d'années. Il y avait un homme appelé Marcato ou Marco qui soutenait que mort le corps, l'âme meurt aussi. Et Ginsburg conclut, de Menocchio nous savons beaucoup de choses, de ce Marcato ou Marco et de tant d'autres comme lui qui ont vécu et sont morts sans laisser de traces, nous ne savons rien. Cette idée de restituer le nom des individus à une dimension éthique, et ça a été bien expliqué notamment dans un article de Martin Rueff paru dans Critique en 2011, l'historien et les noms propres, cette idée que voilà, le nom traverse le livre, restitue un nom aux anonymes. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une question de Brecht, qui a construit la Thèbes aux 7 portes, les maçons anonymes de l'histoire plutôt que l'histoire des rois. Il y a vraiment là une dimension éthique, et Ginsburg lui-même dans l'avant-propos fait le parallèle avec sa formation, son passé, le fait que son père était imprégné des idées du populisme russe, et donc de ces gens qui dans les années 1870 allaient au contact du peuple pour donner une dignité finalement à ces populations de paysans russes souffrantes, un peu idéalisées d'ailleurs, et on se demande s'il n'y a pas des traces de cette idéalisation finalement d'un univers paysan comme ça, préservé de la domination dans le texte de Ginsburg. Sur l'idéalisation du monde paysan, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a pu donner lieu à de nombreuses critiques, parce qu'il y a l'origine ultime qui est donnée, la clé de lecture qui est donnée par Ginsburg pour les idées de Menocchio, c'est en effet ce radicalisme paysan qui est généreux finalement, puisqu'il porte vers la tolérance, puisqu'il porte vers l'équivalence entre les religions, sur un Dieu d'amour, dont le message c'est essentiellement un message de charité. Est-ce que c'est propre au monde rural, on peut se demander, parce que depuis effectivement Ginsburg, il y a eu beaucoup de procès inquisitoriaux qui ont été étudiés, où on retrouve ce type de philosophie matérialiste, de tolérance, en contexte urbain, donc c'est pas particulièrement propre aux campagnes. Et là, il y a peut-être effectivement le reflet aussi d'une époque, c'est-à-dire cette exaltation des valeurs de la campagne, le retour à la campagne. Oui, un fond, je pense par exemple à un texte pas très lointain chronologiquement sur Freud et l'homme au loup. Il y a une volonté chez Ginsburg à ce moment-là de chercher d'une manière ou d'une autre des grands pans de quasiment mythologique, européen, d'aller fouiller effectivement au plus profond dans les échanges. Et dans le même temps, il est aussi d'ailleurs très lucide sur le fait qu'il faut des sources. Alors ces sources justement, elles sont au cœur du travail, on va en parler, c'est un travail sur les archives inquisitoriales, sur les archives judiciaires, avec cette idée que l'archive judiciaire a pour intérêt de révéler à la fois la norme et l'exception, et Menocchio, il est à la fois révélateur de normes, celle de l'Église qui se scandalise de ses propos, et puis l'exception que Ginsburg va chercher à élucider. Alors depuis, vous l'avez dit, ces archives ont été massivement utilisées par toute une série d'enquêtes, le procès de Menocchio lui-même a fait l'objet d'une édition critique par Andrea Del Colle, et depuis d'autres auteurs ont pu d'ailleurs se pencher sur Menocchio pour nuancer, contredire parfois Ginsburg sur certains points, mais à l'époque où il travaille sur ces questions, c'est pas absolument neuf, mais c'est quand même une utilisation et une lecture des sources inquisitoriales qui est relativement nouvelle. Alors en effet, c'est une manière nouvelle d'appréhender les sources inquisitoriales, parce que finalement c'est une manière littéraire. Il applique la méthode philologique qu'il a appris notamment en lisant Jacobson, c'est-à-dire qu'il consiste à lire très lentement, en s'attachant aux mots, exactement comme on le fait pour la pensée d'un réformateur savant, mais ça il l'applique à des sources judiciaires et aux dépositions d'un meunier, d'un anonyme. Et il va faire la même chose avec des comparaisons terme à terme, il lit et relit, il revient sur les mêmes passages du procès dans différentes sections. Et ça, en effet, c'était très neuf à la fin des années 70. Oui, c'est effectivement, et c'est quelque chose qu'on va retrouver. Enfin, il y a cet enjeu littéraire, philologique, rappelé aussi par Patrick Bouchon, qui rappelle par exemple que la lecture de Léo Spitzer, qui est quand même un des grands philologues de son temps, qu'on retrouve aussi bien comme influence chez Starobinsky ou chez Steiner au même moment. C'est quelqu'un qui est aussi dans cette réflexion-là, qui est d'ailleurs très interdisciplinaire. Enfin, c'est-à-dire que si on dit que dans le même moment il y a une histoire très économique, statisticienne, etc., postuler ce genre de choses, c'est important. Et dans le même temps, effectivement, c'est rappelé l'importance du geste interprétatif chez Ginsburg. C'est-à-dire que interpréter, c'est Patrick Bouchon qui le note sans doute malicieusement, sur le fait que finalement il fait le même travail que l'inquisiteur. Alors, sur le travail de l'inquisiteur, sur le discours de Menocchio, qui est tenter de restituer le sens de cet ensemble très compliqué, d'ailleurs qui est une interprétation, puisque Menocchio est lui-même aussi un lecteur. Et il y a l'idée qu'effectivement, on va continuer à donner, à la fois faire apparaître des couches de sens par des couches d'interprétation. C'est-à-dire qui peut-être permet aussi de nuancer ou de mettre à jour, je pense, une forme de lucidité sur ce même objectif qui est qu'à un moment donné, on va finir par, d'un point de vue archéologique, excaver un fond de pensée
paysan très lointain. En même temps, pour l'excaver, on va être obligé en fait de rajouter des couches d'interprétation. On n'en finit pas de relire et réinterpréter. Ménochiot relire ses propres textes ou les choses qu'il a lues. L'inquisiteur relire les dépositions de Ménochiot. Carlo Ginzburg relire le dossier du procès inquisitorial, et pour nous, c'est quand même surtout relire Ginzburg. Le travail sur ces sources inquisitoriales, c'est pas, on l'a dit, le premier que fait Ginzburg. Il avait dans son livre précédent, donc traduit sous le titre Les batailles nocturnes, sur les Benandanti, une forme de croyance paysanne, de rituel paysan de fertilité, des gens qui allaient combattre les démons la nuit pour assurer la fertilité des campagnes. Il avait déjà mis au point une méthode tout à fait originale à cette époque de travail sur l'écart entre la question et la réponse, en montrant que finalement, si on lit les textes d'inquisiteurs, on est capable de déceler autre chose que le discours inquisitorial en prêtant attention aux écarts entre questions et réponses. Alors oui, ça c'est effectivement une des avancées géniales de Ginzburg dans le livre, c'est sur l'usage des sources judiciaires, en particulier là, de sources inquisitoriales. Il a en effet engagé une réflexion sur la question des sa thèse, sur les Benandanti. Alors le problème est le suivant, c'est que quand on consulte une source judiciaire, on a l'illusion d'une source directe. C'est-à-dire on a vraiment l'impression d'entendre le juge, les accusés, les témoins. Une impression de très grande proximité qui est accentuée par le fait que le greffier note tout, il note les silences, les hésitations, parfois les gestes, les cris de torture, les cris de souffrance poussés par les accusés. Oui, il y a un court passage où Ménochiot est torturé en 1599 qui est tout à fait poignant à lire, puisqu'il restitue effectivement ses cris « Jésus Dieu, arrêtez », enfin il n'est pas arrêté, mais oui, et c'est vraiment une pratique systématique dans les sources inquisitoriales. Hein. Donc on a en effet l'impression puissante d'entendre des voix. Évidemment, c'est une illusion, et Ginzburg n'en est pas dupe. Hein. Dès son doctorat, il y a autre chose qui est compliquée avec les procès inquisitoriaux, c'est que ces procès inquisitoriaux visent des crimes plus ou moins évanescents. Il est question de croyance, c'est très clair dans le procès pour les Benandanti. Les accusés répondent sous la contrainte, ils sont intimidés, ils sont parfois soumis à la torture, et donc du coup, ils sont dans la situation où, effrayés, ils reprennent les mots du juge presque automatiquement. Ils disent ce qu'on attend d'eux qu'ils disent, et du coup, ils s'accusent de crimes épouvantables, et l'historien est bien émis pour les qualifier, bien souvent. Tout à fait, et par ailleurs, c'est la fonction de l'Inquisition. Enfin, c'est-à-dire que d'ailleurs, le Saint-Office, qui est mis en place par Paul III, a pour fonction, c'est une juridiction ecclésiastique. C'est-à-dire que ça a pour fonction le fait que des catholiques reconnaissent leurs erreurs et fassent l'aveu. C'est-à-dire qu'il y a il y a littéralement la volonté de produire ce genre de texte. La machine est faite pour cela. On veut une reconnaissance parce que de toute manière, on veut formellement l'institution, on veut le salut, Donc ce qui fait que on se retrouve mécaniquement dès qu'on est pris. D'ailleurs, on le voit pour Ménochiot où on lui conseille. Enfin, il y a la référence au fait qu'on lui conseille un système de défense qui consiste à la fois à reconnaître à la fois ce qu'on lui demande de reconnaître et en même temps à reconnaître par conséquent ses erreurs, se repentir, puisque le but de l'Inquisition, c'est d'obtenir le repentir. Alors là-dessus intervient ce que vous appelez le coup de génie Carlo Ginzburg, qui est de prêter attention non pas seulement à cette conformité attendue par les inquisiteurs, mais aux écarts, au moment où on leur répond autre chose que ce qu'ils attendent. Exactement. Alors sachant que dans la majorité des cas, la source inquisitoriale, même si elle a l'apparence d'un dialogue question-réponse, en réalité c'est un monologue, puisque le juge obtient confirmation de ce qu'il attend. Sauf quand les accusés sont finalement récalcitrants, c'est-à-dire qu'ils répondent à côté de la question qu'on leur pose, au-delà de la question qu'on leur pose. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'on leur suggère, voilà, ils auraient dû voir le diable sous telle forme, et en fait, eux, c'est pas ce qu'ils ont imaginé, c'est pas ce qu'ils ont vécu. Exactement, et du coup, là, c'est une méthode que Ginzburg a en effet déjà développée dans son livre, dans sa thèse sur les Benandanti, exploiter l'écart, exploiter le moment, les circonstances dans lesquelles les accusés ne reprennent pas les mots du juge, il y a un décalage entre la question et la réponse, et Ménochiot est un cas parfait de ce point de vue, puisqu'en effet, il a tendance à répondre à côté, au-delà de la question, et il en vient parfois à apostropher le juge. Il y a cette section très belle où Ginzburg rapporte la fable médiévale qui se met à rapporter tout à coup au juge sur une légende en fait sur la tolérance, la fable des 3 anneaux. De grâce, écoutez-moi, messire. Et donc là, il retourne la situation. Oui, parce qu'avec Ménochiot, on a affaire à quelqu'un qui... au-delà des hérétiques précédents qu'il avait étudiés, les Benandanti, qui n'est pas simplement en position d'accusé, mais qui est en position de prendre la parole parce qu'il a lu,
et parce qu'il a des choses à dire. Et on sent même, à travers ses déclarations, qu'il est finalement content d'avoir un auditoire lettré, autre que les paysans de son village, qu'il essaie vaguement de convaincre et qui, pour la plupart, sont sceptiques, sympathiques et sceptiques, on va dire. Il écoute en acceptant sa présence dans le village, mais ils se convertissent pas à ses croyances très hétérodoxes. Et là, tout d'un coup, il y a un auditoire, et donc ça lui permet de déployer cette cosmogonie invraisemblable à la stupéfaction des juges. Ah oui, parce que alors, cela dit, sur ce qu'en pensent ses voisins de village, Ginsburg est très lucide. Ce que l'on sait de l'opinion de ses voisins de village, c'est ce que les inquisiteurs ont demandé aux voisins à l'occasion du procès. Donc à aucun moment, évidemment, finalement, qu'est-ce que ses voisins savaient ? Là, on a notre problème de source. Mais des voisins qui auraient pu le charger ou s'en distancier, qui reconnaissent finalement qu'ils étaient en bonne entente avec lui. Donc, malgré tout... Peut-être l'écoutait-il un peu plus. Ça, on sait, d'autant que c'est quelqu'un qui a une position sociale. Il a été podestat de sa ville, il a été magistrat urbain. C'est quelqu'un qui sait lire et écrire. Enfin, c'est pas tant que ça un marginal. Oui, avec une situation quand même qui, sans être marginale, est une situation ambiguë, puisqu'il y revient dans les pages de fin du livre, de façon surprenante d'ailleurs, parce qu'on s'attendrait à ce que, en bonne méthode, on commence par contextualiser le personnage avant d'en venir à ses croyances, et là, à la toute fin, il revient sur cette figure du meunier, qui est dans le monde rural de l'époque moderne. Quelqu'un d'à part, quelqu'un de toujours soupçonné de voler les paysans, de tricher sur la quantité de farine restituée après qu'on ait apporté du grain, et donc cette idée que ces croyances hétérodoxes, elles s'enracinent aussi dans une position sociale qui n'est pas tout à fait celle d'un paysan ordinaire. Oui, et c'est aussi chez le meunier, c'est là où on circule. C'est-à-dire que c'est par définition un lieu de circulation, c'est un lieu où on va, c'est un lieu où on repart, c'est un lieu où on échange, et c'est un lieu où on parle, voire manifestement, effectivement, c'est ce que montre Ginsburg, parce que c'est aussi, Le fromage et les vers, c'est aussi un magnifique livre sur les livres, la lecture dans les campagnes. Alors on en vient à ce point essentiel, comment un meunier du Frioul en est-il venu à savoir lire et à avoir au moins 11 livres entre les mains, une douzaine de livres sans doute entre les mains? Alors là, il y a plusieurs éléments. On sait, alors ce que dit bien Ginsburg, il y a ce qu'il cite, c'est-à-dire qu'effectivement il en cite une douzaine, il y a ce qu'il a, il y a ce qu'il a lu, comment il les a obtenus, c'est plus ou moins clair, mais ça laisse dans tous les cas, alors il y en a certains, on sait, il est allé à Venise pour les acheter, mais dans tous les cas, ça nous dit qu'effectivement ces livres circulent, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de circulation extrêmement important en Italie, rendu possible aussi parce que nous sommes à une époque où l'imprimé circule, et ça, Ginsburg insiste à de nombreuses reprises là-dessus. Menocchio est possible par la conjonction de deux événements fondamentaux qui secouent l'Europe à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, qui sont l'imprimerie et la réforme. La réforme qui va causer cette inquiétude religieuse généralisée et des institutions religieuses notamment sur les normes et leur respect, et puis l'imprimerie qui va mettre en circulation beaucoup plus d'énoncés qu'un simple meunier dont il va pouvoir se saisir, les reformuler, les bricoler à sa façon tout à fait surprenante. Ah oui, alors concernant le rapport de Menocchio avec la lecture, justement, vous avez raison, il y a deux échelles qui sont envisagées par Ginsburg pour expliquer. Il y a l'échelle macro, c'est-à-dire en effet les grands phénomènes de l'époque, l'imprimerie et la réforme, et puis à l'échelle du village, le fait que les livres circulent entre voisins, entre habitants des environs, puisque de la douzaine de livres qu'il a lus, il y en a un seul effectivement dont il a fait l'acquisition à Venise, le Fioletto della Bibbia. Autrement, les autres livres qui sont mentionnés, dont on a l'origine, ils lui ont été prêtés. Et notamment le livre le récit de voyage imaginaire de John de Mandeville, qui est absolument crucial dans le développement de ses idées sur la tolérance. Donc c'est un livre de la fin du Moyen-Âge qui raconte des voyages imaginaires, disons-le, des contrées lointaines, et du coup qui amène Menocchio à une forme de relativisme culturel, parce qu'il s'est emparé de ce livre, qui reste un livre dont le but est quand même de faire de bons chrétiens, puisque il est quand même dit dans le livre que de toutes ces civilisations rencontrées, c'est le christianisme qui est la plus valable. Mais Menocchio, lui, il s'est pas arrêté à cette morale, il l'a lu à sa façon. Il l'a lu à sa façon, effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que donc pour accéder à ce livre qui a été crucial pour lui, pour revenir à la question de la lecture, il y a vraiment une part de hasard dans les lectures de Menocchio, c'est-à-dire que des livres ont pu servir d'étincelle, et ces livres, en fait, il les tient de rencontres, d'occasions. Et le paragraphe sur les lecteurs de village est vraiment très intéressant là-dessus, puisque Ginsburg est surpris, il ne s'attendait pas à voir les livres circuler autant dans un village, et il ne s'attendait pas non plus à un tel degré d'alphabétisation. Donc on voit ici le raisonnement et le fait qu'il y a toujours un jeu entre les échelles, c'est-à-dire il va faire des observations ponctuelles, et puis
il généralise sur la question de l'alphabétisation, sur la question de la lecture dans un contexte rural. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé jusqu'ici, mais ça c'est une des caractéristiques finalement de la microstoria, c'est l'un de ses apports fondamentaux, la micro-histoire qui est capable de penser par cas, mais ces cas eux-mêmes deviennent éclairants, non pas comme des exemples représentatifs, mais comme des analyses permettant des montées en généralité, permettant de penser des phénomènes plus globaux à partir de cas restreints. C'est pas tant d'ailleurs peut-être qu'une montée en généralité que pour reprendre, vous citez Jeu d'échelle qui est le volume de 96 extrêmement important, qui sont les travaux d'un séminaire, qui est le grand moment de passage d'un travail de la microstoria commencé, enfin ce qu'on appelle la microstoria, qui commençait par Ginsburg, Grandy, Giovanni Levi, Ponti entre la fin des années 70 et surtout le début des années 80 et la France. Évidemment, dans cette question de jeu d'échelle, c'est dans ce qu'écrit en introduction Jacques Revel, c'est l'idée que en variant la focale du regard sur un cas, on fait apparaître des classes d'objets, de problèmes historiques différents. Et effectivement, c'est ce qu'on voit avec Ginsburg, c'est-à-dire que dès le début, même à l'échelle du procès, c'est-à-dire que très rapidement, il dit, en fait, on pourrait voir d'abord un simple procès d'un hétérodoxe qui se fait arrêter, mais en fait, on voit déjà dans la procédure du procès, on voit déjà des rivalités dans le Frioul entre les structures ecclésiastiques, les structures vénitiennes, parce qu'on est aussi dans un territoire colonial, le Frioul est colonisé par Venise à ce moment-là, donc entre les familles nobles et Venise, entre Venise et les institutions ecclésiastiques. Ensuite, effectivement, on peut faire apparaître d'autres problèmes, la question de la circulation, des idées, des personnes, des livres, et effectivement, on peut refaire un certain nombre de lectures, et on voit apparaître des classes de problématiques pour effectivement arriver à la question des idées au XVIe siècle, les grandes peurs religieuses. Du coup, comme on a beaucoup tourné autour, peut-être qu'il faut poser une définition, essayer en tout cas de poser une définition de la microstoria, la microhistoire. Marie, vous voulez essayer ? Oui, en effet. Alors, pour vous dire que cette étiquette de microhistoire, le lecteur ne la trouvera pas dans le livre. Le mot n'est pas encore formellement posé. Ginsburg écrit dans Le fil et les traces que quand il écrit Le fromage et les vers, il n'a pas encore entendu parler de la microhistoire. Que Giovanni Levi évoque avec lui le mot pour la première fois en 77 ou 78, donc après la parution du livre. Alors, malgré tout, même sans étiquette, le livre se rattache bien aux méthodes expérimentales de la microhistoire qui sont développées par plusieurs historiens italiens à partir de la fin des années 70 et qui donc est une expérience historiographique pour chercher des alternatives à la méthode macro des annales, c'est-à-dire vraiment l'idée d'adopter un regard rapproché sur un contexte très resserré pour prendre au sérieux le cas non typique, l'anomalie. Dans une série, l'anomalie, ce n'est pas significatif, donc la macro-histoire l'évacue. Alors, avec Menocchio, on a un cas limite parfait. Parmi les habitants de Montereale, ce n'est pas du tout un paroissien représentatif. Il sait lire, il professe des idées très étranges, il subit 2 procès inquisitoriaux et il est condamné à mort. Donc, la méthode sérielle aurait totalement évacué Menocchio. Et là, on a un cas en apparence marginal, anormal, mais ce que montre Ginsburg, c'est que pour peu que ce cas soit examiné de près, on peut finalement l'inscrire dans des séries. On peut éclairer des phénomènes plus vastes, et c'est là qu'on a l'horizon de la microhistoire, c'est-à-dire la représentativité du cas, et le fait qu'à partir de ce regard, de ce plan très resserré sur Menocchio, tout à coup, le livre peut s'élargir sur la Réforme, sur l'imprimerie, sur le Concile de Trente, la lecture. Alors sur la Réforme d'ailleurs, il est intéressant de voir que Menocchio, les idées qu'il professe, ce sont à la fois des idées qui sont les siennes propres, des idées qu'il a formulées au contact de livres, mais aussi des idées qui sont, si on peut dire, dans l'air du temps, puisque le refus des sacrements, la contestation des hiérarchies ecclésiastiques, ce sont quand même des thèmes que professent les luthériens, les anabaptistes, sous différentes modalités. Et donc ici, Ginsburg restitue la position de Menocchio, qui est une position à la fois en lien avec d'autres formes d'hétérodoxie religieuse de l'époque, et en même temps en restituant son originalité. Il le situe de façon, au seuil finalement de ces hétérodoxies très bien identifiées. Il est à la fois proche et lointain de ces autres courants. Oui, alors d'ailleurs c'est un des problèmes avec lesquels Carlo Ginsburg se débat dans le début du livre, parce que de fait, les idées de Menocchio ne viennent pas de rien, il y a en quelque sorte un air du temps, comme vous dites, notamment un air de familiarité pour qui connaît les doctrines de la Réforme protestante du début du XVIe siècle, les doctrines anabaptistes aussi, on reconnaît des éléments.
Mais ce que montre bien Ginsburg, c'est que ces rapprochements ne sont pas des équivalents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rattacher les opinions un peu disparates de Menocchio à une doctrine instituée, même hérétique. Il n'y parvient pas, il s'y essaye dans les premières sections du livre, mais ça ne fonctionne pas. Et justement, dans la logique du livre, c'est là qu'il y a un tournant, puisqu'on arrive à cette géniale section 15, impasse, où il constate qu'il y a un pétard mouillé, c'est une fausse piste, et il va falloir changer l'angle de vue et examiner précisément la manière dont Menocchio lit les livres sans les rattacher à des doctrines hérétiques. Je cite ce passage, « À force de se cogner au mur de ce labyrinthe, nous voilà revenus à notre point de départ, ou plutôt presque revenus. Nous avons vu quels livres lisait Menocchio, mais comment les lisait-il ?» Là, on voit aussi tout le talent de construction de l'ouvrage de Carlo Ginzburg, dont on pourrait dire au passage qu'il a à un moment envisagé d'écrire ce livre à la façon des exercices de style de Raymond Queneau. Et cette structure éclatée, eh bien, il dit lui-même qu'il a abandonné le projet parce que ça lui semblait pas respectueux du projet politique et éthique du livre, de restituer la vie de quelqu'un qui a été brûlé sur ordre de l'Inquisition, mais qu'il a envisagé un petit moment de varier le ton comme ça, d'éclater la structure, et là il sait très bien en fait où il mène le lecteur cette impasse. C'est une impasse qui est très mise en scène aussi dans la narration de l'ouvrage. Exactement, il y a un effet de mise en scène qui implique le lecteur, puisque là, tout à coup, on voit, ce qui est très rare, surtout à la fin des années 70, l'historien se planter, et c'est un schéma de roman policier, c'est-à-dire que l'enquêteur, évidemment, au début, suit une fausse piste, et presque découragé et tenté d'abandonner, et puis non, il se relance sur une nouvelle piste. Donc c'est un procédé littéraire, évidemment. Mais c'est l'affirmation, effectivement, que la démarche historique, c'est une démarche d'enquête. Là, très clairement, on va dire il pose un modèle, mais il pose une démonstration, plus qu'un modèle, du fait qu'on procède par enquête en remontant les traces. Voilà, c'est ce qu'écrit Patrick Boucheron dans sa préface. Ce qui est mis en intrigue est d'abord l'opération interprétative elle-même. Au-delà du cas, c'est la façon dont l'historien s'en saisit et le met en intrigue. Alors, Menocchio, cas exceptionnel, mais Menocchio qui s'insère quand même dans un contexte plus large et dans une série de procès inquisitoriaux. Et depuis, Menocchio qui a été relu, comparé, on est revenu sur cette question. D'ailleurs, l'éditeur du procès, Andrea Decolle, lui, est tenté de rapprocher les croyances de Menocchio du catharisme, en disant est-ce que finalement c'est pas un catharisme qui aurait survécu? Comment, à distance, plus de 40 ans après, aujourd'hui, on évalue finalement les conclusions de Carlo Ginzburg, le cas Menocchio, comment on juge ces hypothèses, ces interprétations qui étaient très hardies pour l'époque, comment on revient aujourd'hui sur ces questions? Alors, on peut voir ça sur deux plans. On peut dire d'abord, Menocchio, c'est quelqu'un dont on fait des films maintenant, pour reprendre l'actualité, et puis surtout, j'allais dire, la forme d'écriture et de démarche historique qui est celle de Ginzburg aujourd'hui, c'est quelque chose qui, j'allais dire, s'est banalisé, ou plutôt c'est diffusé. C'est un mode d'appréhension des problèmes historiques qui aujourd'hui est essentiel. C'est-à-dire que ça soit du micro-événement à partir duquel on va construire effectivement toute une pensée, toute une histoire globale, un retour effectivement à des cas, à des individus. C'est même quelques années plus tard au travail d'Alain Corbin sur Louis-François Pinago, où il y a des parallélismes tout à fait intéressants. Avec une inversion complète, malgré tout, qui est que Menocchio parle beaucoup, alors que Pinago ne dit rien. Et donc là, on a deux modèles totalement inversés, en quelque sorte, autour du même problème, de faire exister l'inconnu à partir de l'archive. Oui, et de construire et de penser un monde à partir d'un cas. De penser un monde à partir d'un cas plus vaste, de penser effectivement, parce que dans Pinago, ce qui est intéressant, c'est l'univers de Louis-François Pinago. Et là, alors, probablement parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la pensée de Pinago. Menocchio, il y a sa pensée, et du fait, parce qu'il y a sa pensée, il y a tout son univers. Mais donc évidemment, là, il y a très clairement le livre à poser un modèle d'écriture, un modèle historiographique. Alors un modèle méthodologique sans doute, mais parfois avec des méthodes novatrices, on n'arrive pas à des conclusions parfaitement convaincantes. Est-ce que les conclusions de Ginzburg, aujourd'hui, Marie, sont parfaitement acceptées par les modernistes qui s'intéressent à l'hétérodoxie religieuse? Non, et selon moi, oui, il y a beaucoup de points faibles en fait dans le livre. C'est ça qui est passionnant, parce que c'est un livre vraiment admirable, et c'est un livre qui continue à inspirer beaucoup d'historiens, mais finalement, il n'est pas si intéressant que ça dans ses conclusions. C'est ça qui est paradoxal. Parce que moi-même, je ne suis pas très convaincue par sa thèse du radicalisme paysan. Alors, et de ce substrat qui viendrait du fond des âges et qu'on trouverait chez les peuples de la steppe, chez les Kalmouks, des croyances du même ordre. Il a essayé de prolonger ça dans le Sabbat des sorcières, qui n'est pas son meilleur livre à mon avis, mais bon, voilà. Alors, c'est un livre compliqué en tout cas. Dans le Sabbat des sorcières, il a vraiment engagé une étude de fond.
Et ce qui passe assez mal dans Le fromage et les vers, c'est que finalement, il met un doigt de pied, on va dire, dans la question de la structure, et ensuite, tout de suite, il se retire parce que ce qui est curieux, c'est que d'abord, il le pose comme une hypothèse, et puis quelques pages plus loin, ça y est, c'est établi que c'est la clé de lecture, la grille d'interprétation, c'est-à-dire ce substrat oral et paysan. Voilà, je cite la page 125 du livre, en parlant donc de ces coïncidences entre les croyances de Menocchio et puis des croyances qu'on trouve en Inde, qu'on trouve chez les Kalmouks, Oui. etc. C'est une coïncidence stupéfiante, et disons-le aussi inquiétante, pour qui n'a pas toute prête des explications inacceptables comme l'inconscient collectif, ou trop facile comme le hasard. Donc il réfute l'idée qu'il y aurait un inconscient collectif, un peu à la manière de Jung, qui imprégnerait tout le monde avec les mêmes structures, la même façon de penser à travers les âges et les lieux, mais en revanche, il suggère qu'il y aurait pu y avoir des circulations ou un même fond culturel des sociétés paysannes, des sociétés traditionnelles, qui auraient traversé l'Eurasie sur plus d'un millénaire, et c'est suggéré, mais évidemment pas du tout prouvé. Alors surtout que Ginsburg a un rapport compliqué avec l'inconscient, parce que le mot d'inconscient, il l'utilise bel et bien, page 85. Plus que le texte, ce qui apparaît alors important, c'est la clé de lecture, la grille que Menocchio a interposée inconsciemment entre lui-même et la page imprimée. Une grille qui mettait en lumière certains passages et en cachait d'autres, donc là je saute un peu. Cette grille, cette clé de lecture renvoie continuellement à une culture différente de celle qui s'exprimait dans la page imprimée, une culture orale. Une culture orale, cette Voilà. fameuse culture paysanne qu'il essaye de faire réémerger. Et sur ce point-là, Alors eh bien, ça a prêté beaucoup à critique en fait. Parce qu'en plus, c'est la culture orale, c'est-à-dire que finalement, il revient à une idée d'unité, d'homogénéité de l'oral. une réification finalement. Voilà, et qu'il a commencé par torpiller, puisqu'il dit finalement que la culture populaire, c'est extrêmement divers, et puis finalement, il revient à une forme d'homogénéité de la culture orale. Donc oui, les conclusions ont beaucoup... je crois que c'est Giovanni Romeo, un grand historien de l'Inquisition, qui dit « una forzatura », c'est forcé, quoi. Enfin, et alors, en fait, on est quand même entraîné dans la lecture, justement, avec ce dispositif, le lecteur est impliqué, on le voit qui échoue, et en fait, on est prêt à le suivre, mais malgré tout, est-ce qu'on est convaincu ? Pas tellement. Mais c'est pas sur ce plan-là que le livre a une énorme postérité, c'est plutôt sur l'étude des croyances hors normes, plus largement. Alors aujourd'hui, on a évacué cette étiquette de populaire parce que finalement, Ginsburg lui-même a contribué à montrer que entre le haut et le bas, entre le savant et le populaire, tout ça est un peu mélangé. Donc finalement, on peut très bien faire l'économie du mot. Et après Menocchio, ont émergé d'autres voix discordantes, notamment dans le contexte italien, des voix qui viennent contrarier la bonne marche de la réforme catholique, toujours à partir de sources judiciaires, et clairement, le modèle, c'est Le fromage et les vers. Alors, on n'a évidemment pas épuisé les possibilités de lecture, de relecture, d'interprétation autour du travail de Carlo Ginzburg, et on encourage évidemment les auditrices et les auditeurs à se pencher sur ce livre et sur la riche bibliographie qu'il a suscité. Toutes les références sont en ligne sur paroledhistoire.fr. Est-ce que, pour terminer, l'un et l'autre, vous auriez des conseils de lecture que vous voudriez donner pour prolonger un petit peu notre propos d'aujourd'hui ? Oui, en effet. Alors, Ginsburg place la question de la résistance des subalternes dans la parole. Là aussi, c'est peut-être aussi le reflet d'une époque, la parole subversive, mais il montre bien que cette parole est liée à une expérience différente du monde. Et depuis Ginsburg, cette question de l'expérience, c'est-à-dire de manière de vivre et de faire hors norme, a été approfondie. Et du coup, dans la filiation du livre de Ginsburg, je voudrais vraiment conseiller la lecture du livre de Samir Boumediene sur les plantes en Amérique. Il cite Ginsburg d'ailleurs, il cite Le fromage et les vers. Alors, dans le cas de l'Amérique ibérique, les Indiens, les Noirs et les Métis qui résistent à la colonisation des plantes le font non pas par des discours, mais par des manières d'utiliser les plantes, par des pratiques, des manières de vivre qui sont proscrites par l'Inquisition. Et donc là, on a quelque chose d'intéressant parce que finalement, ça approfondit une intuition de Ginsburg dans le livre qui a effectivement une expérience du monde qui peut être en soi subversive et qui se passe de discours. Donc c'est le livre de Samir Boumediene, La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde, qui est paru aux très belles éditions des Mondes Affaires. Donc c'est un livre qui en plus est classiquement très beau. David ? Moi, ce sera un texte de Ginsburg, là-dessus, et ça sera tout simplement le très classique Trace, parce que c'est d'abord parce que c'est un texte baroque, il faut quand même le dire, composé lui-même d'ailleurs en sections. Enfin, on retrouve une méthode qu'on verra chez quelques historiens français, par exemple, marqués par Ginsburg, qui sont des gens qui écrivent encore par paragraphes numérotés, qui, moi, je trouve être une méthode fascinante, intellectuelle,
dans son rapport. Et Trace, je pense que c'est un des plus beaux textes sur ce que c'est qu'être historien. C'est-à-dire effectivement sur l'enquête, sur l'attention aux choses, et donc nécessairement à l'anomalie, parce que finalement il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça parce que il n'y a que l'anomalie qui donne un levier suffisant pour comprendre l'ordre du monde. Avec peut-être d'ailleurs l'idée qu'il n'y a pas d'ordre du monde sans anomalie, et là ça nous renverrait peut-être à une dimension finalement très freudienne de Ginsburg. C'est une belle conclusion, merci à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.